Hello, je m'appelle Adou Ali Diallo et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Tech pour tous. Nous allons recevoir ici le confrère qui va se présenter, qui va nous parler d'un thème très important qui s'appelle le Web.2. Bienvenue mon frère. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Moi, c'est Monsieur Saté Julien, je suis Social Media Manager. Je suis l'invité de Monsieur Ali sur ce plateau et on va ensemble découvrir ce que c'est que le Web.2. D'accord. Merci Monsieur Julien de nous avoir fait acte de votre présence. Je vous en prie. Et pour ne plus tarder, j'aimerais savoir, en tant qu'un enfant de 10 ans, ce que c'est que le Web.2. En tant qu'enfant de 10 ans, le Web.2 aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons, ou bien ce que tu utilises principalement. Quand on prend les plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, c'est ça en fait le Web.2. Mais pour mieux expliquer, je vais retourner un peu en arrière, parler du Web.1. En fait, le Web.1, c'était l'Internet. Mais à cette époque-là, on n'avait pas la possibilité de liker, de commenter, de partager, ni même de poster. Donc, c'était tout comme un journal en ligne. Tout ce que tu pouvais faire, c'est regarder et partir. Donc, c'est l'évolution maintenant de l'Internet là qui est maintenant au stade 2.0 et où on a la possibilité de non seulement lire, mais commenter, poster, partager, liker, etc. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui sur Internet, tout ce que nous faisons avec nos comptes TikTok, Facebook, Instagram et tout, c'est ça en fait le Web.2 dans un langage facile. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez quand même fait les explications comme un enfant de 10 ans. Et maintenant, en tant que professionnel, si je veux savoir ce que c'est que le Web.2 et réellement ce que le Web.2 peut m'apporter dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? D'accord. En tant que professionnel, ça dépend. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous pouvez utiliser le Web.2 comme un levier pour pouvoir faire prospérer votre entreprise. Au cas échéant, vous pouvez utiliser le Web.2 comme en fait un emploi, c'est-à-dire vous travaillez en tant qu'acteur du Web.2. Donc, je vais d'abord partir sur la base de professionnel parce que moi-même, je suis un acteur du Web.2. Vous pouvez non seulement acquérir des compétences dans le Web.2 en devenant tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, community manager, graphiste, social media manager, marketeur, etc. et pouvoir vivre de ces compétences-là. Aujourd'hui, moi qui suis devant vous, je vis principalement du Web.2 parce que j'ai développé des compétences que je peux aujourd'hui vendre à d'autres entreprises. Maintenant, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, avec le business que vous avez, vous pouvez utiliser le Web.2 pour montrer non seulement ce que vous produisez, ou bien si c'est un service que vous savez faire, votre expertise, pour pouvoir montrer ça à d'autres personnes qui peuvent potentiellement devenir vos clients. Donc, c'est sur ces deux axes-là que vous pouvez profiter du Web.2 pour pouvoir naturellement bâtir, je veux dire, une carrière professionnelle. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Et j'aimerais savoir 2 exemples d'applications qui viennent du Web.2. Bon, il y a TikTok que tout le monde connaît, il y a Facebook, il y a même Google qui est là. Donc, toutes ces plateformes-là, quand même, sont du Web.2. D'accord. Ouais. Donc, on entend aussi par Web.2, peut-être, j'en ai entendu parler quand même du contrôle. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que ce n'est pas contrôlé? Comment est-ce que les dessous marchent? Parce qu'aujourd'hui, on parle de TikTok. Vous venez de me dire que TikTok, ça fait partie du Web.2. Mais est-ce que nous avons réellement la liberté de faire tout ce qu'on veut sur TikTok ou peut-être il y a un certain contrôle en dessous? D'accord. Sur TikTok ou bien sûr n'importe quel réseau social, en fait, tout ce que nous faisons, nous avons donné l'accord à cette plateforme-là de pouvoir utiliser nos données comme ils veulent. Sans le savoir, avant d'ouvrir un compte, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, il y a ce qu'on appelle les conditions d'utilisation que bon nombre ne lisent pas parce que c'est trop long. Mais dans ces conditions d'utilisation, en fait, la plateforme lui dit ce qu'il va faire avec vos données. Okay. Donc, sans lire ça, vous ne savez pas ce que la plateforme va faire, mais vous cochez, vous acceptez, vous continuez. Ce qui veut dire que quoi?
la plateforme peut faire tout ce qu'il veut avec vos données, Ok. avec votre consentement. Ok. Parce que c'est vous-même qui avez accepté. Ok. Donc, comment ça marche en dessous, je ne saurais pas forcément dire précisément ce qui se passe, mais tout ce qu'on sait, c'est que ces données-là sont revendues à Ok. d'autres entreprises. Ok. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple la publicité Facebook, c'est juste les données que nous mettons lorsque nous créons des comptes. C'est ces données-là, en fait, que Facebook prend et il revend ça à d'autres entreprises pour pouvoir diffuser ses publicités, ses produits, ses services. Donc, voilà un peu, en gros, comment ça se passe, en fait, en dessous, avec notre consentement, bien sûr. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, si je comprends bien, en principe, avant de cocher, nous avons l'obligation de lire, c'est ça? Bien sûr, Mais on doit moi, lire. moi, par exemple, malheureusement, je ne lis pas. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil dans ce sens-là? Ensuite, vous avez parlé de nos informations qui sont peut-être revendues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation? Il faut comprendre que je vais commencer par la deuxième question. Vous ne pouvez pas les éviter parce qu'il faudrait à un moment que la plateforme rémunère aussi les personnes qui travaillent là-bas parce que Évidemment. nous utilisons Facebook, TikTok, Instagram gratuitement sans rien payer. Donc, vous ne pouvez pas y remédier. Tout ce que vous pouvez faire, c'est savoir ce que vous avez ou bien vous allez décider en fait de mettre à la disposition de la plateforme. OK. Donc, ce qui veut dire que vos données sensibles, par exemple, vous devez les protéger OK. pour ne pas, en fait, mettre tout sur la plateforme. Maintenant, au niveau de, j'ai déjà créé mon compte sans avoir lu, il y a toujours ce paramètre-là dans n'importe quel réseau social. Vous pouvez juste aller là-bas, checker un peu les conditions d'utilisation. Le but, ce n'est pas de cesser d'utiliser le réseau social en question, mais le but ici, c'est de savoir, en fait, ce que cette plateforme-là va faire avec vos données pour que vous sachiez quelles sont les données que vous devez y mettre OK. ou OK. que vous ne deviez pas y mettre, en prenant connaissance quand même de ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Je pense que ça va déjà vous aider grandement à pouvoir éviter certaines choses dans le futur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et de par mon expérience, j'ai souvent remarqué qu'il y a des applications qui nous permettent d'accepter certaines conditions. Par exemple, la localisation, le micro. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications qui nous permettent peut-être de choisir ce qu'on veut donner au Web.2? Parce que je me dis, d'après ces explications, que nous acceptons de donner nos informations au Web.2 et ensuite le Web.2 en fait ce qu'il veut. Donc, j'aimerais en savoir plus. D'accord. En ce qui concerne les autorisations, il faut savoir que les applications, par exemple, je prends l'exemple de TikTok. Pour pouvoir faire TikTok, il faut forcément prendre une photo. Oui. Et la plateforme ne peut pas se permettre de rentrer dans votre galerie ou bien d'avoir accès à votre appareil photo sans vous demander. Donc, c'est pour cela, généralement, on envoie une notification. Est-ce que vous souhaitez continuer? Est-ce que vous autorisez? Et là, forcément, si vous voulez poster une vidéo, forcément, vous devez accepter pour que la plateforme puisse quand même avoir accès à votre caméra. Maintenant, concernant la localisation, il y a certaines plateformes, par exemple, souvent Snapchat, par exemple, il fonctionne principalement grâce à la géolocalisation. Si vous voulez, par exemple, rechercher la position de quelqu'un dans votre pays, forcément, on doit connaître votre position d'abord avant de pouvoir savoir naturellement les personnes qui vous entourent. Donc, ces éléments-là ou bien ces notifications-là sont tout à fait normaux, comme je peux le dire. Mais bon, tout compte fait, c'est à vous de décider si vous voulez les utiliser ou pas. D'accord. Là, si je comprends bien, les applications ou les sites Internet du Web.2 ne nous obligent pas. Ils nous laissent au moins le choix de faire ce qu'on veut avec. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie. J'avais aussi une question. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les risques liés à l'utilisation des applications et des sites Internet du Web.3? Je ne dirais pas qu'il y a un risque, mais je dirais plutôt que si tu ne sais pas les utiliser, ça peut te causer du tort. Parce que j'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission que c'est une opportunité pour un entrepreneur ou pour un professionnel de pouvoir gagner sa vie. Maintenant, toi qui n'as pas vraiment d'objectif, quand tu prends tes réseaux sociaux, bon, tu exposes ta vie, quand tu chilles, tu partages tes stories et tout. Demain, quand tu vas vouloir chercher, par exemple, un emploi dans une grande institution, on va aller fouiller, on va retrouver que, bon, le gars là, il fumait, chicha et tout et tout. Et ça, c'est là maintenant que ça te cause du tort. Ce n'est pas en fait le réseau social qui te cause du tort, mais tu t'es causé du tort tout seul. Quand tu n'as pas, comme je l'ai dit, un objectif précis, bon, moi, souvent, ce que je dis, c'est que, bon, si tu ne fais rien avec, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Tout ce que tu peux faire, c'est il faut scroller, il faut voir pour les gens. Il ne faut pas forcément créer un compte dessus. Regarde et puis tu pars. Tu n'es pas obligé de pouvoir faire ça. Nos spectateurs qui sont pour la plupart des jeunes, je pense que cette question que j'ai soulevée va leur permettre de prendre vraiment note. Surtout ce que vous avez dit, d'éviter
de faire des posts inutiles. Inutiles, qui ne vous apportent rien, sans aucun objectif. Évitez tout ça, évitez tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner 3 avantages réels du Web.2, des avantages réels aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent qui veulent peut-être débuter une activité à travers le Web.2 ou qui veulent gagner leur vie à travers le Web.2. Qu'est-ce que vous pouvez réellement nous dire ou nous conseiller là-dessus? En tant que personne qui soit veut développer une activité ou bien développer sa carrière dans le Web.2, d'abord, ce que moi je dirais, c'est si tu es entrepreneur, tu veux vendre des produits, d'abord, il faut savoir naturellement te tourner vers un professionnel. Parce que ce n'est pas évident de connaître les rouages, comment est-ce que ça fonctionne et tout, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont compétentes à nos côtés, en fait. Donc, il faut vraiment chercher à connaître ces personnes-là, t'approcher de ces personnes-là pour que ces personnes-là te disent, en fait, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas faire du n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que TikTok fait la promotion gratuite, ils se lancent sur TikTok, après ils pleurent, ils disent que, oh, il n'y a pas les ventes et tout. C'est parce qu'il y a des process à suivre. Donc, moi, ce que je peux dire à un entrepreneur, c'est de se tourner vers un professionnel. Pas forcément prendre une formation, mais pour qu'on lui montre en fait les pas. Il y a des gens qui sont là, qui ne demandent que des gens à guider dans le Web.2. Maintenant, en tant que professionnel, si tu veux faire carrière dans le Web.2, forcément, tu dois suivre une formation. Mais bien avant la formation, il faut d'abord chercher les informations. Parce que c'est avant l'information, bien c'est après l'information en fait que suit la formation. Donc, il faut vraiment chercher ce que tu veux faire, ta passion, ce que tu peux faire également avant de te tourner vers une formation quelconque. Sinon, si tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu vas faire toutes les formations du Web2, mais tu ne vas pas pouvoir monétiser une seule formation d'entre elles. D'accord. Merci beaucoup pour ces belles précisions. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des agences ou des écoles ou des universités qui peuvent accompagner des jeunes personnes qui veulent se jeter dans le Web.2? Est-ce qu'il y a des universités ou des écoles comme ça? Bien sûr, il y a des universités quand même privées, publiques qui sont là. On va quand même pas leur faire de la publicité. Non, on va pas faire de la publicité, ils m'ont pas payé. Donc, donc, il y a plein d'universités quand même qui sont là. Mais comme je l'ai soulevé tantôt, il y a des professionnels qui sont à gauche, à droite. Essayez de vous approcher de ces professionnels-là. Demandez-leur des conseils. Ils sauront mieux vous orienter que si vous-même vous jetez tête baissée dans cette aventure-là. Voilà. Merci beaucoup, mon cher. Je vous en prie. Vous nous avez parlé du Web.1, ensuite on est passé au Web.2. Mais moi, je me pose une question. Si nous parlons de Web.1, Web.2, c'est qu'il y a un autre Web. Forcément. Peut-être qu'il y a un autre Web qui va s'y ajouter. Donc, je voulais savoir quel est le suivant ou plutôt quel sera le suivant. Comme on le dit, jamais 203. Voilà. Donc, il y a le Web.3 qui est là. Oui. Je pense que il est là, il va venir. Et puis, bon, il est quand même plus apte à vous expliquer le Web3 que moi. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ces explications sur le Web.2. Je vous en Et comme vous l'avez annoncé, je pense que votre collègue va venir s'ajouter Bien sûr. Pour nous parler de la troisième partie d'Internet. D'accord. Oui. Merci beaucoup, je suis très ravi d'avoir fait cet échange avec vous et je vous espère avec nous à la prochaine. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alain, pour l'invitation. Merci. Nous venons à peine de parler du Web.2 et bien évidemment, on a dit ici que nous allons parler du Web.3. Heureusement que nous avons M. Elom Josué ici avec nous qui va nous parler du Web.3. Je vous laisse vous présenter. Merci, M. Ali. Oui. Moi, c'est M. Elom Josué Tonouba. Je suis le fondateur de Turbo Exchange, une structure spécialisée dans l'échange de monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire et également de Turbo Academy, une structure spécialisée dans la vulgarisation de tout ce qui est blockchain, crypto, Web3. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Et vous avez parlé de vulgarisation de Web3 et heureusement que nous avons besoin de mieux comprendre ce que c'est. Nous avons parlé de Web.1, Web.2, aujourd'hui on nous parle de Web.3. Donc, prenez-moi comme un enfant de 10 ans et vous m'expliquez ce que c'est que le Web.3. Merci. OK. Je dirais que le Web3, c'est une évolution de l'Internet tel qu'on l'a connu de base. Donc, prenons le Web 1 qui était assez statique, pas du tout interactif. Prenons le Web 2 qui était interactif, mais qui était sous le contrôle des GAFAM, c'est-à-dire des géants de la tech. Et prenons le Web 3 comme un Internet libre où les utilisateurs ont accès à leurs données en temps réel. Ils peuvent même décider de vendre leurs données et d'avoir des parts. Donc, je prends juste un seul exemple. Prenons le navigateur Chrome. Quand nous l'utilisons, il y a des pubs qui viennent, mais on n'est pas rémunéré. Mais dans le Web 3, il y a le navigateur Brave et quand nous activons les pubs, on est rémunéré pour ça. Voilà, donc dans le Web 3, on a accès à nos données et on peut même les monétiser. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris comme un enfant de 10 ans, ça voudrait dire que le Web.2, c'est la maman qui m'empêche de faire ce que je veux. Exactement. Et le Web.3, c'est le tonton qui me dit, vas-y, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Exactement. D'accord. Vous avez parlé de certains géants. Est-ce que vous pouvez me donner 2 exemples des géants de la technologie qui ont accès à nos données? Oui, déjà, il y a Google, il y a Amazon, il y a Facebook, il y a Apple. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, si on parle de Web.3, ça veut dire que l'Internet a réellement évolué. Effectivement. Et j'aimerais savoir à travers quelle application on peut toucher au doigt le Web.3. Déjà, à travers ce que nous appelons les wallets, on peut toucher du doigt le Web 3.0. D'accord. Les wallets servent à quoi concrètement? Est-ce que c'est des... Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous... OK, les wallets sont un peu comme nos porte-monnaies que nous utilisons. Ça nous permet de garder de l'argent, de conserver de l'argent. Mais pas que ça. Déjà, dans nos portefeuilles, il y a une partie qu'on appelle les D-apps, c'est-à-dire des applications décentralisées. Donc, avec nos portefeuilles, nos wallets, on peut explorer des applications décentralisées, entre autres des plateformes d'échange décentralisées. Donc, prenons ces plateformes d'échange décentralisées comme des banques. Voilà, auxquelles on peut avoir accès directement avec nos téléphones. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, le Web.3, c'est tout un monde de personnes décentralisées. Oui, c'est tout un écosystème. D'accord. Donc, il y a des applications qui sont décentralisées, à savoir les wallets. Oui. Et dans ces wallets-là, nous pouvons accéder à l'Internet, mais de façon décentralisée. OK. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de wallet qu'on peut voir peut-être dans le Web.3? Oui, il y a Trust Wallet, il y a SafePal, il y a plein de portefeuilles qui ont des utilisations qui diffèrent. Il y en a qui sont centralisés aussi et il y en a aussi qui sont décentralisés. Voilà. Et si on parle de vous avez cité Trust Wallet, SafePal. Oui. Ces applications ont vu le jour plus ou moins dans quelle année? Trust Wallet, je pense c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qui a été développé par un Russo-Canadien, ensuite racheté par Binance. D'accord. Oui. Donc, on peut dire que ça fait plus ou moins 7 ou 8 ans que le Web.3 a réellement commencé à toucher beaucoup de monde. Oui, on peut dire. Sinon, ça existe déjà depuis. Déjà vers l'avènement d'Ether, de la crypto-monnaie Ethereum en 2015. Après le Bitcoin, Ethereum a apporté vraiment cet aspect de Web 3.0. De liberté. Voilà, de liberté. Parce qu'avec le Bitcoin, on avait la liberté de transférer de l'argent et de recevoir de l'argent. Mais le Web 3.0, avec tout son écosystème, est venu avec Ethereum. Donc, après Ethereum, il y a eu d'autres solutions comme le BNB et d'autres solutions de couche 2. Donc, si je comprends bien à travers ce que vous nous dites, c'est en réalité le Bitcoin qui a lancé le premier fuseau. C'est ça? Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le Bitcoin? Vous parlez un peu du Bitcoin parce que là, c'est quand même un sujet qui fait débat. Les gens en parlent, mais la majorité ne savent pas réellement ce que c'est. Et vu que le Bitcoin fait partie du Web.3, est-ce que vous pouvez nous parler du Bitcoin? Toujours comme un enfant de 10 ans. Afin que tout le monde puisse comprendre. Merci. OK. Je dirais que le Bitcoin est une monnaie numérique émise de pair à pair sans organe central de contrôle. Voilà. Donc, c'est une monnaie en fait, qu'on peut envoyer de n'importe où vers n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a une parité uniforme.
C'est-à-dire que si je franchis tout à l'heure la frontière du Togo et du Ghana, je suis obligé de convertir le franc CFA en cedis pour pouvoir dépenser mon argent. Mais si je prends mon Bitcoin et que je vais au Ghana, ça veut dire que je peux juste convertir mon Bitcoin en cedis. Directement. Donc, c'est une monnaie, en fait, qui a une même valeur partout dans le monde entier. Donc, ça redistribue vraiment la carte, des cartes, les inégalités au niveau des échanges de monnaie, ça n'existe plus. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup pour cette brève description du Bitcoin. Je vous en prie. Donc, je voulais savoir maintenant, moi, il y a une question qui me dérange un peu. Oui. On parle de Web.3. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages réels qu'on peut toucher du doigt? Je donne un exemple. Si, par exemple, il y a une maman qui va au marché, qu'est-ce que Web.3 peut apporter à cette maman? OK. Je dirais que le Web 3.0, ça peut apporter beaucoup d'avantages. Entre autres, la liberté d'avoir accès à son argent n'importe quel moment. Donc, moi, je donne souvent l'exemple des cas d'urgence. Quand on a besoin de l'argent en urgence et qu'on va vers des institutions financières, des fois, on peut être confronté à des soucis comme des longues files d'attente, des queues, et des fois, pour retirer un certain nombre de sommes, on est obligé de remplir un certain nombre de fiches et de répondre à des questions. Mais avec le Web3, on a accès à notre argent à n'importe quel moment et voilà, on peut en faire l'usage qu'on veut et ça donne une certaine rapidité. Et on sait que dans le business, pour nos mamans qui sont au marché, la rapidité, elles ont besoin de liquidité. Voilà, rapidement. Donc avec le Web 3.0, on a accès vraiment côté finance à notre argent rapidement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous nous avez parlé des avantages, bien évidemment. Nous aimerions connaître au moins les risques qu'il peut y avoir parce que je pense que même le Web.1, il y a quand même quelques risques. Le Web.2, c'est pareil. Donc, dans le Web.3, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri peut-être de certaines pertes ou peut-être de certaines erreurs? OK. Je dirais d'abord qu'il faut s'éduquer. Parce que dans tout domaine, il faut forcément avoir l'information pour ne pas faire autre chose. Donc, prenons par exemple, dans le Web3, généralement, on a une clé privée quand on crée nos portefeuilles. Et cette clé privée donne accès à tout, c'est-à-dire à notre argent, à nos actifs, que ce soit des NFT, que ce soit des cryptos réels, peu importe la somme. Une fois que quelqu'un accède à notre clé privée, la personne pourra tout retirer. Quelle que soit la localisation de la personne. Quelle que soit la localisation de la personne. Si je suis par exemple aux États-Unis, j'ai ta clé privée. Et tu es peut-être en Ouganda, tu peux toucher à ton argent. Tu peux toucher à mon argent, le retirer et en faire ce que tu veux. Donc, il faut vraiment avoir l'information, savoir quoi faire, quoi ne pas faire, des mesures de sécurité à adopter, les liens de phishing sur lesquels il ne faut pas cliquer pour quand même conserver ces données, que ce soit l'argent, que ce soit les données sensibles sur la blockchain. D'accord. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je vous en prie. Lorsqu'on parlait du Web.2, nous avons parlé de TikTok, de Google. Et lorsqu'on parle du Web.3 actuellement, vous nous avez parlé du navigateur Brave. Ensuite, vous nous avez parlé des wallets. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des réseaux qui ont été créés grâce au Web.3? Un peu comme TikTok, Facebook. Est-ce qu'il y en a actuellement? Oui, il y a des réseaux sociaux qui sont créés sur la blockchain. Il y a par exemple Farcaster, qui est un peu comme le réseau social X ou Twitter, sur lequel on peut écrire des articles et on est rémunéré. En fait, dans le Web3, je ne dirais pas que le réseau social Twitter ne nous rémunère pas. Effectivement, sur Twitter, quand on crée du contenu, on est rémunéré parce que c'est beaucoup plus axé vers le Web3. Mais Farcaster est basé de base sur la blockchain de Base. Voilà. Et puis, il y a d'autres comme Zora et plein d'autres réseaux sociaux. Voilà. Donc, sur Farcaster, on peut faire des posts, on peut publier des vidéos, tout ça, on a la liberté. Oui, on a la liberté de publier ce qu'on veut, comme on veut. Et effectivement, on a aussi, comment on appelle, la liberté d'expression sur ces réseaux-là. Donc, on peut parler de tout sujet politique, comme on veut, sans être restreint. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de la restriction, est-ce que les gens ne l'utilisent pas pour des mauvaises causes? Je donne juste un exemple. Si, par exemple, on a un enfant qui va sur Farcaster, qu'est-ce qui va protéger cet enfant? Parce que le Web.3, on parle de la liberté. Donc, qu'est-ce qui est mis en place pour éviter tout ça? Est-ce que peut-être il y a des vérifications d'âge?
des restrictions? Qu'est-ce qui est mis en place réellement? Je dirais que le travail revient à nous Oui, en tant que, je dirais, adultes, oui, de pouvoir encadrer de la bonne manière, de ne pas laisser oui, l'usage de ces outils oui. aux enfants. OK, Voilà, parce que OK. même dans le Web 2, il y a des, voilà, des contenus à Bien caractère. évidemment, bien Voilà, évidemment. On ne peut pas tout contrôler donc. voilà, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut vraiment qu'on donne une bonne éducation. Par exemple, moi, je suis dans le Web 3, Oui, j'utilise le Web 3 à bon escient. OK, Donc, je ferai l'effort oui, d'éduquer mes petits d'accord, frères, mes petites d'accord, sœurs à bien utiliser également d'accord. le Web C'est 3. tout à fait normal. Donc, en gros, le Web.2, il ne nous donne pas la liberté, mais il nous contrôle. Oui, Il surveille à peu près tout ce qu'on tout. fait. Oui, Mais le Web.3 nous donne la liberté oui. tout en nous incitant à nous contrôler. C'est ça? Exactement, exactement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, à peu près, on OK, dirait. OK, Oui, d'accord. Merci beaucoup. je vous en prie. Et j'avais une dernière question. Aujourd'hui, si je veux être un acteur du Web.3 Oui, et je veux vivre du Web.3, oui. qu'est-ce que je peux faire? Vu que vous vivez déjà du Web.3, si je veux être comme vous, comment est-ce que je fais? Ok, je dirais, comme mon prédécesseur Oui, l'a dit, oui, il faut d'abord choisir un domaine. d'accord. C'est-à-dire, dans le domaine du Web 3.0, Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. oui, Par exemple, moi, je suis un marchand crypto. oui, J'achète des cryptos et je revends. Je oui, suis comme un commerçant, d'accord. mais dans le Web OK. 3.0. Un peu comme nos grands-parents Voilà, à la frontière. exactement. OK, Voilà, OK. donc j'échange des devises D'accord, et voilà, d'accord, là, je perçois une d'accord, plus-value dessus. d'accord. Des Mais commissions. voilà, mais OK. je connais d'autres qui sont des consultants D'accord. blockchain Oui, qui travaillent pour des projets oui, où ils donnent juste leurs conseils, oui, ils disent de faire ceci, faire oui. cela et ils sont rémunérés. Je connais OK, d'autres qui sont des community managers OK. dans le Web3 Oui, et qui sont rémunérés pour ça. Donc, ils OK. gèrent des communautés Oui, crypto et oui, sont rémunérés pour oui, ça. Donc, il faut vraiment que cette personne qui veut vivre du Web3 oui. puisse définir de base OK, ce pourquoi il est passionné OK. et dont il veut vivre. Peut-être D'accord. moi, je réussis euh, dans le marchandage Oui, des oui, cryptos, oui, mais peut-être lui pourrait réussir en tant que CM oui. pour C'est ça. un exchange D'accord. et être même mieux payé que moi. Oui, tout est possible quand même. Tout est possible. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais aussi savoir, aujourd'hui, on parle du Web.3. Est-ce que il y a des gouvernements qui ont déjà pris ce pas? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui sont déjà dedans? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui ont déjà fait des preuves ou qui jouissent déjà des avantages du Web.3? Parce que vous avez parlé de la liberté et tout, et moi, selon moi, je pense que avec le Web.3, il y aura plus, bon, il y aura moins de corruption. Donc, est-ce qu'il y a des gouvernements qui en profitent? Et si oui, c'est dans quel sens? Est-ce que vous pouvez nous citer aussi quelques pays qui ont déjà emboîté ce pas? OK. Déjà, en termes de gouvernement, Oui, je dirais aux États-Unis, oui, par exemple, oui, on voit le président oui, Donald Trump oui, qui est assez pro-crypto. oui, Avant, il ne comprenait pas. Avec oui, le temps, il a compris oui, comment ça fonctionne oui. et il a constitué une réserve OK, de Bitcoin oui, pour les États-Unis. oui, Euh, et actuellement, il y a même une guerre qui ne dit pas son nom, oui, qui est dans l'ombre. oui, Il y a la Chine, oui, il y a l'État du Bhoutan, oui, et il y a plein d'autres pays oui, qui achètent du Bitcoin, oui, juste pour avoir oui, une souveraineté, oui, puisque la plupart des monnaies fiduciaires oui. subissent un phénomène qu'on appelle l'inflation. OK, Donc, ces gouvernements qui ont compris très tôt oui, et qui accumulent du Bitcoin pourront, après, même si leur monnaie perd de la valeur, avoir une trésorerie OK, pour pouvoir se défendre. d'accord. Euh, En termes de gouvernement, les États-Unis sont en tête. Il y a certains pays en Asie aussi. Mais bon, je vais parler de l'Afrique. Oui, Il y a le Nigeria à côté. oui, Je ne dirais pas que c'est le gouvernement qui fait quelque chose, mais c'est plutôt la population OK. qui La s'est vite communauté. réveillée. Oui, D'accord, OK. puisque là-bas, leur monnaie, le Naira, a été dévalué Oui, totalement. OK. Donc, ils ont pris conscience que s'ils ne font pas quelque chose, Oui, ça va être vraiment grave. Donc, la plupart des commerçants, des businessmen au Nigeria, OK. ils connaissent le Bitcoin. Essayons d'apprendre sur le D'accord, Bitcoin, le d'accord, Web3 et cette technologie incroyable d'accord, et de l'utiliser à bon escient pour d'accord, protéger nos finances d'accord. et ne pas être du reste en ce qui concerne cette technologie. OK. Merci Il y a beaucoup. eu une deuxième question. Oui. En fait, je viens de me rappeler, j'ai lu sur X qu'il y a le Salvador qui a une réserve Bitcoin. Oui. Donc, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'un pays peut décider d'avoir une réserve Bitcoin? Et
lorsque ce pays-là voudra peut-être revendre ses bitcoins, comment est-ce que ça va se passer? OK. Bon, pour qu'un pays décide d'avoir une réserve en bitcoin, ça va dépendre quand même du président de la République qui va donner l'ordre d'acheter du bitcoin. Donc, bon, ça dépend du gouvernement. Okay. Si le pays voit que c'est important d'acheter, ils vont l'acheter. Okay. Et pour revendre également, ils revendent souvent en OTC, okay. C'est-à-dire au bas des comptes, c'est-à-dire ils vendent pour que ça n'impacte pas vraiment le prix. Les prix. OK, oui. D'accord. Donc, bon, du moment où nos gouvernements sont en train d'avoir l'information et tout, le ministère de l'économie numérique et tout, je pense qu'à un moment donné, on aura la bonne nouvelle que le Togo est en train d'accumuler du Bitcoin. D'accord, ça marche. Oui. Et je suppose que vu que on parle du Web.3, il n'y aura pas de corruption, tout sera visible sur une blockchain. Effectivement. Dans le Web3, l'une des particularités, c'est la transparence. Okay. Tout est visible sur la blockchain. Okay. Il y a même ce qu'on appelle les DAO, c'est-à-dire les Decentralized Autonomous Organizations. Voilà, des organisations autonomes et décentralisées qui permettent, par exemple, de faire des votes sur la blockchain. OK. Voilà. Donc, le Parlement d'un pays, par exemple, peut décider de faire des votes sur la blockchain. Et avec ça, la corruption sera nulle. Nulle. Puisque on verra qui a voté pour qui et tout. OK. Je demande parce que j'ai vu ça au Salvador. Donc, lors de la création de leurs réserves, ils ont procédé comme ça. C'est pour cela que je voulais poser la question. C'est bien possible. D'accord. Je vous remercie. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission Tech pour tous et je vous remercie d'avoir pris tout votre temps pour venir aussi. Mais je voulais soulever un sujet. J'ai aussi entendu parler d'un événement qui arrivait. Vous avez parlé du Web.2, du Web.3. J'aurais appris qu'il y a un événement qui va regrouper tous ces acteurs. Ouais. J'aimerais savoir ce qui va se passer réellement et ce que ça va apporter à la jeunesse et à la communauté. D'accord. Il s'agit de l'événement Le Derby Digital. Donc, c'est un événement qui va confronter les acteurs des deux écosystèmes.